Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo d'un dossier de disparition ARPD. ARPD qui est, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'association d'aide et assistance de personnes disparues pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. Vous allez voir, il s'agit d'une disparition très frustrante parce qu'on sent qu'on est à deux doigts de connaître la vérité dans ce dossier, mais que malheureusement, il y a eu des manquements du côté de la justice. En tout cas, aujourd'hui, les proches veulent savoir qu'est-il arrivé à Hugues ce 30 novembre 2013. On se retrouve juste après ça. Pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est important, je vous le répète à chaque fois, je trouve, pour comprendre un petit peu dans quel état psychologique et physique était la personne disparue et mieux appréhender les théories par la suite sur les choses qui pourraient lui arriver, vu qu'aujourd'hui il s'agit d'une disparition non résolue française. On retrouve Hugues Guton, un Français de 50 ans, qui au moment de sa disparition, donc en 2013, habitait à Saint-Étienne, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous savez, sur ma chaîne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région à laquelle je suis rattachée dans l'association, a été sujette à énormément de disparitions plus ou moins médiatisées, donc cette disparition malheureusement en fait partie. Hugues Guton vit seul dans un studio du centre-ville avec son chat. Studio qui est situé rue Bourgneuf. Hugues, c'était une personne, un homme assez réservé sur pas mal de points, notamment sur sa vie sentimentale, mais c'était quelqu'un de très sympathique. Également, il était apprécié vraiment par ses collègues. En effet, il avait un travail, il était aide-soignant dans une maison de retraite, la Renardière à Saint-Chamond, et il entretenait de bonnes relations, non seulement avec ses patients, mais également, comme je vous le disais, avec ses collègues de travail. Au niveau familial, Hugues est divorcé depuis quelques temps maintenant, et il a un fils, Gaël, qui à l'époque de sa disparition avait 26 ans. On peut pas dire que Gaël et Hugues sont non plus extrêmement proches, mais ils ont une très bonne relation quand même entre un père et son fils. Ils se voient quelques fois quand ils peuvent. Ils prennent souvent des nouvelles l'un de l'autre au téléphone. Après, Hugues, malheureusement, il n'est pas autant disponible qu'il le pourrait par rapport à son emploi du temps qui est assez restreint, restrictif et en décalé par rapport aux autres emplois du temps, on va dire, pour des métiers diurnes. C'est ce que souligne d'ailleurs son frère qui s'appelle Jean-François, qui a eu la gentillesse de témoigner dans ma vidéo. Il souligne que oui, il était proche de son frère, il s'entendait très bien, mais que malheureusement, il se voyait pas autant qu'il le voudrait ou qu'il le pourrait à cause justement de cet emploi du temps-là. Pour ce qui est de ses parents, malheureusement, il les a perdus depuis un petit moment. D'abord son père, ensuite sa mère. C'est vraiment un homme qui ne fait pas parler de lui, un homme tranquille, qui mène une vie très paisible, mais malheureusement c'est aussi un homme qui a développé des soucis d'addiction et notamment au niveau alcool. Effectivement, il était très porté sur la boisson au moment de sa disparition, c'était quand même un problème. Il avait tendance à pas mal boire et bon, quand on pose la question à son frère, il n'avait pas un alcool très mauvais, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'alcool violent, il n'avait pas non plus l'alcool très heureux, il avait un alcool triste, c'est-à-dire qu'il ressassait un petit peu des moments tristes de sa vie quand il avait trop bu. Mais en tout cas, jamais aucun acte de violence de sa part n'a pu être recensé, ni aucun souci d'ailleurs avec la police ou autre chose. Peu avant sa disparition, il avait fait de nouvelles rencontres, de nouveaux amis qui étaient bien plus jeunes que lui. Comme il était porté sur la bouteille, il a rencontré des personnes qui eux aussi étaient pas mal portées sur la bouteille, voire sur d'autres choses, consommation de stupéfiants, vous connaissez un petit peu, cannabis, voire même drogue dure. Et pour passer du temps ensemble, ils vont faire des soirées et pour ces soirées-là, ils vont se rencontrer dans un squat qui est vraiment à 2 minutes à pied de chez Hugues, donc pour lui c'est parfait, c'est-à-dire qu'il n'a même pas à utiliser la voiture, il rentre à pied, tant mieux vu que c'était des soirées qui étaient quand même très alcoolisées, que c'était dans une rue qui s'appelait la rue Boisson, que tout ce groupe-là se rencontrait pour faire les soirées alcoolisées. Voilà très rapidement et très succinctement comment on peut évaluer le contexte de vie de Hugues au moment de sa disparition, donc en novembre 2013. On arrive rapidement
au jour de sa disparition. Ce jour-là, c'est le 30 novembre 2013, le samedi 30 novembre 2013. C'est une journée assez fraîche. À Saint-Étienne, on avoisine à peu près les 0 degrés. En plus de ça, la nuit tombe vite, 17h ce jour-là, vous verrez pourquoi c'est important pour la suite des événements. Comme d'habitude, Hugues appelle son fils, ils se prennent des nouvelles au téléphone, il est à peu près 18h. Gaël dit que à ce moment-là, ils ont parlé un peu de tout et de rien, le type de discussion qu'on peut avoir quand on prend des nouvelles tout simplement. Par contre, ce qu'il a remarqué, c'est qu'il avait l'air très certainement et très clairement sous l'emprise de l'alcool déjà à ce moment-là, donc il avait déjà bu quelques verres. Mais bon, mis à part ça, il n'y avait rien d'alarmant, rien de suspect, un appel, tout ce qu'il y a de plus banal, en tout cas à ce moment-là pour Gaël. Le lendemain se passe, le surlendemain se passe, les jours suivent, Gaël n'a pas plus de nouvelles de son père que ça, mais comme je vous ai dit, il se donne pas non plus des nouvelles tous les jours, donc lui il ne s'inquiète pas. Et là, tout va prendre une autre tournure à partir du mercredi 4 décembre 2013, donc 4 jours après ce dernier appel téléphonique qu'il y a eu entre Gaël et son père. C'est l'employeur de Hugues qui va appeler Gaël en disant on a essayé d'appeler votre père et ça ne répond pas, donc on vous appelle pour savoir si vous avez des nouvelles car il n'est pas venu depuis plusieurs jours maintenant au travail. Depuis 3 jours exactement. Rapidement, effectivement, Gaël s'inquiète, il essaie lui aussi d'appeler son père, ça répond pas. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler les pompiers pour qu'ils puissent aller voir ce qui se passe chez son père. Et d'ailleurs, il va être là au moment où les pompiers vont forcer la porte d'entrée de Hugues, vu qu'il ne répondait pas, pour voir si par hasard il aurait fait un malaise. Peut-être qu'il lui aurait été fatal malheureusement, mais ça arrive. Ou peut-être qu'il s'est blessé, qu'il ne peut pas se déplacer, qu'il ne peut pas atteindre un téléphone ou quoi, et qu'il faut absolument le prendre en charge. Donc les pompiers vont arriver, ils vont forcer la porte, et personne, aucun Hugues, dans le studio, dans cette rue Bourgneuf. C'est un peu bizarre, parce que ce qu'on remarque, c'est seulement le chat, je vous avais dit qu'il habitait avec un chat, qui a l'air affamé, il n'y a plus de croquettes, et sa litière n'a pas l'air d'avoir été changée depuis quelques temps maintenant. C'est inquiétant parce que Hugues adore son chat et qu'il ne l'aurait jamais laissé comme ça, sans surveillance, il ne serait jamais parti sans, en tout cas. C'est quand même assez suspect. Très rapidement, effectivement, on fait un tour de l'appartement pour essayer de récolter les premiers indices. On remarque plusieurs choses. Déjà, on remarque qu'il n'y a pas la clé de voiture de Hugues. On remarque également qu'il a pris la clé de son appartement parce que l'appartement était en effet fermé à clé. Il n'y a pas non plus sa carte d'identité ni sa carte bancaire. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que sa voiture est bien garée à sa place de parking habituelle. Donc, il semblerait que Hugues ne soit pas parti avec sa voiture ce soir-là, mais qu'il aurait embarqué sa clé de voiture. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, Gaël va prévenir ses proches, va prévenir Jean-François et va également prévenir le commissariat. Le commissariat qui va prendre très vite cette disparition inquiétante au sérieux. Donc à partir de ce moment-là, les investigations et du côté de la famille et du côté de la police vont pouvoir commencer. Premier réflexe, qu'est-ce que va faire Gaël ? Il va essayer encore une fois de rappeler son père. Parce que c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense. On va l'appeler, peut-être qu'il va décrocher, peut-être qu'il est chez quelqu'un, peut-être que voilà, c'est un adulte, il a 50 ans. Et Gaël va tomber sur un homme au téléphone qui malheureusement, et c'est ce qui est très inquiétant, n'est pas Hugues. Alors, il aurait très bien pu se faire voler son téléphone, ce qui expliquerait qu'il aurait du mal aussi à contacter sa famille, ses proches, c'est possible. En tout cas, cet homme, ce qu'il remarque, c'est qu'il a un fort accent maghrébin, et malheureusement, derrière, quand on essaie de savoir qui c'est, il a raccroché très rapidement. De la même manière, Jean-François va aussi essayer d'appeler sur ce numéro, et lui, il va tomber sur une femme avec également un très fort accent de l'Est, et là, il va poser la question: est-ce que vous pouvez me passer Hugues ? Et elle va lui dire: attendez, je vous le passe. Mais elle ne va passer le téléphone à personne et elle va raccrocher très rapidement également. Il y a une vérification aussi qui est faite au niveau des hôpitaux de la région pour voir s'ils avaient accueilli dans leur établissement un patient du nom de Hugues, ou alors un patient qui ne se rappelle pas de son nom, qui serait amnésique, pour savoir si oui ou non, tout simplement, il serait pas juste blessé quelque part. Et malheureusement, ça ne correspond à aucune description et de Hugues et du type de patient qui a été accueilli ces derniers jours dans les hôpitaux du coin. Donc la déclaration, comme je vous disais tout à l'heure, de la disparition inquiétante au commissariat central de Saint-Étienne est faite le lendemain où, vous savez, la porte de chez Hugues a été forcée, donc ça a été très rapide. Eux aussi, les policiers de leur côté, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont appeler sur le numéro de Hugues. Ils ont peut-être fait, selon Jean-François, donc le frère de Hugues, l'erreur d'appeler
en se présentant. Donc ils se sont présentés à la personne qui a décroché. C'était apparemment un homme qui a décroché. Eux, ils se sont présentés en disant qu'ils recherchaient Hugues et après, malheureusement, la personne a raccroché et de ce que j'ai pu comprendre, c'est la dernière fois que quelqu'un a répondu à ce téléphone. Qui était cette personne qui a décroché? Est-ce que c'était une connaissance de Hugues? En tout cas, on sait que ce n'était pas Hugues qui avait décroché cette dernière fois. Quand les policiers, une policière a appelé en se présentant, ça a été une erreur fatale parce que ça les a mis en alerte, je pense, sur la téléphonie, pour parler entre eux peut-être. Et le téléphone, on l'a jamais retrouvé de mon frère. Dans le cadre de l'enquête, et c'est ce qui est le plus important, les enquêteurs vont interroger les compagnons de beuverie de Hugues qu'ils côtoyaient depuis peu. Et c'est là qu'on apprend que le jour de la disparition, après l'appel à 18h avec son fils, Hugues avait rejoint finalement le squat pour faire une soirée comme d'habitude avec ses amis et il était à peu près 21h. Donc j'imagine que s'il était déjà alcoolisé à 18h, soit il a fait une pause et il y allait, il était un peu plus sobre, ou soit il était déjà alcoolisé quand il y allait à 21h dans ce fameux squat. Apparemment à cette soirée, donc il y avait une quinzaine de personnes, ça fait quand même une bonne soirée dans un appartement, et c'était presque essentiellement des hommes. Là-bas, bon, ils consomment énormément d'alcool, vous vous en doutez. Il y a beaucoup aussi de consommation de stupéfiants, tout en sachant que Hugues a apporté, lui, de son côté, 2 bouteilles de whisky. Donc je vous ai dit, il est arrivé à 21h, 22h, il y avait déjà apparemment plus d'alcool pour continuer la soirée, et donc il y a une sorte de petit groupe qui s'organise pour aller acheter de l'alcool. Donc c'est celui qui est considéré comme l'occupant en chef des lieux, mais occupant du squat, quoi, occupant d'un lieu qui n'est pas le sien, qui s'appelle Laurent, lui propose du coup d'organiser ce petit groupe là pour sortir rapidement, acheter de quoi boire et de continuer la soirée. Et il décide de partir en voiture. Et à ce moment-là, il y a un ami à tout ce groupe-là qui s'appelle Frédéric, qui lui va être le conducteur de la voiture et qui va utiliser sa voiture. Lui, qui c'est Frédéric? C'est un homme qui apparemment est assez proche des gens du voyage et qui a eu aussi plusieurs soucis avec la justice. Et ils ont décidé de se diriger vers le plateau de Bessy. C'est un endroit aussi, il y a une sorte d'endroit sur ce plateau où les jeunes ou les groupes de gens se regroupent entre eux à côté des voitures pour boire des verres, discuter et ensuite partir chacun tous de leur côté. Donc là, on a Laurent, on a Frédéric et parmi ce groupe en plus, il va y avoir Brian qui va les accompagner et qui lui est vraiment jeune, il a 19 ans et qui est également un délinquant. À noter là que Laurent, Frédéric et Brian, les trois là, c'est des personnes très importantes dans la suite de l'histoire, donc retenez bien, ils sont tous connus des services de police. Le groupe va gentiment proposer à Hugues de les accompagner. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Hugues c'est un peu le seul qui a une vie à peu près normale à côté de tout ce qui est boissons et soirées. C'est lui qui gagne de l'argent et donc il a un peu d'argent et donc ils vont l'inviter dans le groupe pour faire en sorte que ce soit lui qui paye ce qu'ils vont boire pour la suite de la soirée. Alors à ce moment-là, il est à peu près 22h comme je vous ai dit, donc le quatuor part avec la voiture de Frédéric qui est une Citroën Xantia et il se dirige vers Roche-la-Molière qui est à une dizaine de kilomètres du lieu du squat à Saint-Étienne. C'est une petite bourgade qui est à l'est de Saint-Étienne. Ils veulent retirer de l'argent, en fait ils veulent que Hugues retire de l'argent et on ne sait pas pourquoi il ne va pas réussir. Alors est-ce qu'il avait trop retiré? Est-ce qu'il s'est trompé dans son code confidentiel parce qu'il avait trop bu? Ils vont repartir bredouille, on va dire, sans argent retiré. On le sait, c'est au niveau d'un distributeur automatique de la banque Caisse d'Épargne. Comment est-ce qu'on sait ça? Vous savez, au niveau des distributeurs automatiques, on a des caméras intégrées et effectivement, on voit Hugues essayer de retirer de l'argent accompagné d'un autre homme et on les voit partir, s'en aller du distributeur automatique vers ce qu'on pense être la voiture pour partir tous ensemble. Et on a même l'heure exacte qui est 22h27. Et c'est grâce à cette caméra qu'on peut identifier le dernier signe formel de vie de Hugues qui est du coup ce samedi 30 novembre à 22h27. On voit du coup qu'il était accompagné à ce moment-là. Le récit des faits, comme je viens de vous l'expliquer, est plutôt cohérent entre les 3 hommes qui sont interrogés par la police, mais il n'y a pas vraiment de différence quand ils expliquent un peu ce qui s'est passé. C'est par la suite que ça commence un peu à vriller dans tous les sens. Ce qu'on sait après, et ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont allés sur le plateau de Bessy, comme je vous l'avais expliqué, l'endroit pour prendre des bières, boire ensemble, discuter, qui est près d'un ancien camp de Rome, qui aujourd'hui n'existe plus. Apparemment, il y aurait eu une discussion houleuse entre Hugues et les 3 autres, donc Ryan, Frédéric et Laurent, parce que Hugues voulait sortir lui en soirée, on sait pas trop ce qui s'est passé, c'est flou, mais au bout d'un moment, les 3 auraient laissé Hugues sur le côté, sur la route, au bord de la route, ou alors Hugues serait parti de lui-même, on sait pas trop, et eux, ils seraient repartis. Puis leur voiture emprunte cette route de campagne
C'est là que les passagers du véhicule disent avoir perdu la trace du quinquagénaire. C'est ici que Guton leur dit « Je ne veux pas rester avec vous, déposez-moi ». Par contre, ils disent « Il est parti en direction des bois ». Et quand vous regardez aux alentours, quand même des difficultés pour trouver des zones boisées. Une incohérence que n'a pas éclairci l'enquête de police. Et il serait peut-être même revenu le chercher, il ne l'aurait pas retrouvé, mais vraiment, au niveau cohérence de tout ce qu'il dit après, on ne s'y retrouve vraiment pas. Comme je vous disais, les témoignages et les versions des uns et des autres diffèrent et divergent complètement. Mais non seulement leur version est différente entre eux, mais en plus, elle contre-indique les résultats du bornage téléphonique qui a été demandé par les enquêteurs. Effectivement, on n'arrive pas à comprendre comment ces trois hommes sont rentrés chez eux, comment ça s'est passé. Il y en a un qui dit que lui, il a ramené tout le monde, donc je crois que c'est Frédéric, celui qui conduit la voiture, qui a dit que lui, il a ramené tout le monde au squat et que tout le monde s'est débrouillé derrière pour rentrer comme il voulait chez eux. Et il y en a d'autres qui disent que non, Frédéric les a bien raccompagnés chez eux directement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais revu de ce qu'ils disent Hugues. Mais le bornage dit d'autres choses. Le bornage dit par exemple, là on se rend compte qu'il y a un des trois hommes qui finalement n'était pas dans la voiture avec les deux autres et qui est resté sur place. Et par contre, on se rend compte aussi que le téléphone d'Hugues borne à côté du téléphone d'un autre, c'est-à-dire comme s'il était rentré lui aussi sur Saint-Étienne, alors qu'apparemment il n'a jamais été revu. Donc c'est là qu'on peut confirmer, en regardant bien le bornage des téléphones, que le téléphone d'Hugues était bien avec un des trois hommes. Après la disparition de Hugues, il était avec Frédéric, le conducteur de la voiture. Il est acquis que celui qui avait le téléphone de mon frère pendant plusieurs jours, le téléphone, c'est le conducteur de la voiture qui l'avait, ça c'est sûr. Ils lui ont demandé, donc lui a dit « Ah ben oui, mais il l'avait prêté ». Bon là, je crois quand même qu'ils lui ont collé. D'ailleurs, c'est dans le procès verbal. Ils nous ont dit, c'est le seul truc pour l'instant qu'ils ont pu lui mettre sur le dos, c'est vol de téléphone. Donc là, en fait, le téléphone de mon frère, il l'avait gardé. C'est lui qui l'avait, ça c'est sûr. L'ancien commissaire de police, là, qui nous a fait un topo sur la téléphonie. Oui. Et ça, quand on va voir un nouveau juge d'instruction à la rentrée, on va le demander via notre avocate. Lui, il a remarqué, moi j'avais pas fait gaffe, que on a le conducteur de la voiture qui dit être rentré vers minuit et demi chez lui. C'est vrai que ça borne vers chez lui à minuit et demi, ouais, a priori. Mm-hmm. Et que là, il a ramené tout le monde. Et le commissaire de police m'a fait remarquer qu'a priori, à la même heure, eh bien, au BC, il y a le téléphone d'un des trois qui borne. Donc, comment c'est possible ? Donc déjà, au niveau téléphonie, tout ça, c'est très flou parce qu'il y a pas mal de données qui ont été récoltées, notamment tout ce qui est la téléphonie d'un des trois hommes, je sais plus lequel, mais par contre, cette téléphonie n'a pas été scrupuleusement analysée. Ce qui fait qu'il nous manque des informations de positionnement, de qui était où, à quelle heure, et qu'on est un peu perdu en fait dans ce dossier pour savoir qui a fait quoi exactement à quelle heure. Tout ce qu'on sait, c'est que certaines données qu'on a pu analyser diffèrent avec les versions des uns et des autres, et ces versions des uns et des autres diffèrent entre eux. Donc en fait, il y a quand même du micmac et c'est un peu étrange. Donc le lendemain de la disparition, on apprend aussi qu'il y a un jogger qui a retrouvé la carte d'identité d'Hugues. On a retrouvé cette carte d'identité sur le bord d'un chemin du plateau de Bessy, mais pas à l'endroit qu'avaient indiqué les trois hommes où ils étaient censés avoir laissé Hugues repartir tout seul dans ce lieu qui est un endroit où il n'y a vraiment rien autour. C'était quand même à 3 km de ce lieu-là. Donc, est-ce qu'il l'aurait perdu quand il aurait marché pour essayer de retrouver son chemin ? Ou est-ce que quelqu'un l'a déposé là ? Pourquoi je dis ça ? Parce que le jogger qui explique avoir retrouvé cette carte d'identité explique que justement ça l'avait un peu troublé. Il avait noté le fait qu'elle paraissait propre et sèche. Bon, il l'a retrouvée le lendemain. Mais pourquoi je dis que c'était bizarre ? Parce que autour, il y avait quand même pas mal de neige et que c'était quand même assez humide. Rappelez-vous, il faisait frais, proche de 0 degré à Saint-Étienne à ce moment-là. Lui, en fait, ce jogger, quand il a retrouvé cette carte d'identité, il l'a intelligemment laissée dans la boîte postale de l'adresse qu'il avait indiquée sur cette carte. Et c'est Gaël qui, quelques jours après, a récupéré le courrier de son père en son absence, qui s'est rendu compte que la carte avait été redéposée là. Et donc après, il y a eu des analyses de fait et ils se sont rendus compte, avec les témoignages, que c'était un jogger qui l'avait déposé ici. Est-ce qu'il y a des analyses d'empreintes digitales qui ont été faites ? Il n'y avait rien d'interprétable dessus, ouais, non. Ouais, parce que s'il a neigé et tout, c'est un peu compliqué, effectivement. Peut-être qu'ils n'avaient rien trouvé, lorsque... Et puis, c'est vrai que les policiers n'avaient pas insisté, ils ont dit « Oh, mais tout le monde a dû la toucher, voilà. » Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte d'identité, elle a été trouvée
exactement 3 km plus loin du lieu supposé d'abandon par les trois de la voiture, qui disent on a laissé Hugues Guton à tel endroit. D'accord? Et la carte d'identité, il la retrouve 3 km plus loin. D'accord. Donc ça peut vouloir dire que en fait ils l'ont pas déposé là où ils indiquent le premier lieu, mais vers la carte d'identité. En plus de tout ça, il y a des recherches qui ont été effectuées par les enquêteurs, il y a des battues qui ont été effectuées qui n'ont rien donné, il y a des plans d'eau, donc notamment des étangs qui sont présents sur le plateau de Bessy qui ont été sondés, mais aucun élément n'a été retrouvé non plus. Hormis cette carte d'identité esportable un petit peu qui s'est baladée de manière bizarre, il n'y a aucun élément sur ce qu'a pu devenir Hugues après cette soirée du fameux samedi 30 novembre 2013. Il y a des chiens pisteurs qui ont été amenés pour essayer de flairer une piste ou alors pour découvrir peut-être des éléments, mais malheureusement ils ont été amenés 3 mois après la disparition sur place, sur le lieu indiqué par les 3 compères, on va les appeler comme ça sinon c'est compliqué, les 3 compères qui étaient présents le jour de la disparition d'Hugues, qui sont les dernières personnes à l'avoir vu en vie. Et 3 mois après, donc, ils ne vont flairer aucune piste. Bernard Valézy, que vous commencez à bien connaître sur cette chaîne, qui est le président régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est l'enquêteur dédié à ce dossier de disparition, explique que 3 mois après, dans les conditions météorologiques, on va dire, dans le lieu où aurait disparu Hugues, c'était presque sûr que les chiens n'allaient pouvoir flairer aucune piste. Le vent, les intempéries auraient pour lui effacé la plupart des informations. Les pistes que pourraient flairer les équipes cynophiles, malheureusement, sont inexploitables. Ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont sondé des étangs, une petite mare, ils ont gratté qu'une pelleteuse, je crois, un endroit vers la carte d'identité, ils ont fait des survols d'hélico. Le problème, c'est que ils ont fait ça plus de 2 mois, voire même 4 mois après les faits. Ah oui. Les chiens renifleurs sont passés 4 mois après. Ces fameux 3 compères, ces 3 protagonistes ont quand même été placés sous écoute par les enquêteurs. Et de toutes ces écoutes et ces enregistrements, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, un seul élément intéressant ressort. C'est une des personnes qui est en communication avec un des 3 compères, qui va expliquer qu'il ne veut pas finir comme Hugues dans le coffre. Il dit, lui, il va finir dans un coffre comme le Hugues Guton. Ça commence à faire tilt, on commence à se créer un scénario. Je suis sûre que vous aussi, vous commencez à créer le scénario, comme moi je me suis créé aussi, et comme j'imagine les proches ont commencé aussi à se créer. En plus de ça, qu'est-ce qu'on apprend? La voiture, vous vous rappelez la Citroën Xantia qui était utilisée ce soir-là pour faire les allers-retours, qui était la voiture de Frédéric, mais qui n'était pas au nom de Frédéric, parce que lui, il conduisait apparemment sans permis, donc il était au nom de sa femme, a été vendue seulement 2-3 semaines après la disparition de Hugues, à une valeur à peu près de 600 €. Heureusement, les enquêteurs retrouvent cette voiture. Ils vont pouvoir l'analyser et même mettre sous scellé certains éléments de cette voiture qui sont plutôt intéressants. Tout d'abord, ils vont passer le Blue Star dans le coffre. Le Blue Star, je vous le rappelle très rapidement, ça permet de détecter des traces de sang, même qui vont pu être lavées ou effacées, et pouvoir potentiellement en extraire l'ADN. Le Blue Star est passé, quelques micro-gouttes sont retrouvées, et il y a plusieurs analyses qui sont faites par plusieurs laboratoires différents, qui vont nous permettre de dire que ces gouttes de sang retrouvées sont très probablement du sang animal. Donc juste là, c'est plutôt rassurant. Est-ce qu'ils ont passé le Blue Star ou pas dans le coffre ? Ça, ils l'avaient fait. Alors ça, c'est vrai, on ne peut pas leur reprocher. Ils avaient fait une première analyse et qui disait éléments trop dégradés, donc on ne peut pas savoir ce que c'est, sang animal, sang humain. Enfin, ils disaient a priori que ce n'était pas du sang humain. Ils avaient mandaté un deuxième labo qui est arrivé aux mêmes conclusions. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu voir si c'était du sang. C'est vrai que le coffre était gorgé d'eau. Un truc qui est moins rassurant par contre, c'est que le coffre a extrêmement été lavé avant la vente, c'est-à-dire qu'ils l'ont javelisé, ils l'ont parfumé, et même le tapis de coffre était quand même très humide, comme imbibé d'eau, ce qui d'ailleurs a pu potentiellement détériorer plusieurs autres pistes. 6 pistes il y a dans ce coffre, vous voyez ce que je veux dire. Il y a plusieurs éléments pileux également qui ont été retrouvés. Et l'ADN de ces éléments pileux a été extrait. Et pour le moment, ils sont conservés, mais malheureusement, personne n'arrive à voir s'il y a vraiment des analyses qui ont été faites sur ces éléments pileux. La famille ne le sait pas, donc on ne sait même pas si ça allait dans la procédure ou pas, s'il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là, donc là ça reste en suspens, et pourtant ça pourrait être intéressant de voir si oui ou non c'est des éléments pileux qui pourraient être intéressants dans le cadre de la disparition de Hugues. En tout cas, s'il y a des analyses qui ont été faites, les résultats n'ont jamais été communiqués ni aux avocats qui ont été sur ce dossier, ni à la famille. Frédéric
dans ce dossier sera quand même mis en examen pour enlèvement et séquestration, parce que je pense que c'est lui qui déjà conduisait la voiture, et en plus lui qui avait aussi eu en sa possession le portable d'Hugues après sa disparition. Tandis que les deux autres compères, Ryan et Laurent, eux sont placés en tant que témoins assistés. Et ça c'est entre 2018 et 2019, donc ça fait entre 5 et 6 ans après la disparition de Hugues. On a quand même l'impression que la police a fait pas mal de choses. Effectivement, la police a fait pas mal d'investigations, mais elles n'ont jamais été très poussées. Ce qui fait que oui, on a récolté certaines données de géolocalisation, mais on les a pas vraiment analysées et recoupées tout ensemble. Oui, on a mis sous scellé et le tapis de sol et les éléments fileux et on a extrait l'ADN, mais est-ce qu'on a réellement fait derrière des vraies analyses? Parce que pour le moment, on le sait pas vraiment. Et il y a également eu des soucis au niveau de l'analyse téléphonique d'un des 3 compères qui n'a pas été réalisé et qui pourtant avait été placé sur un CD-ROM qui avait disparu mais qui finalement a été retrouvé, enfin voilà. Donc c'est un micmac, on a l'impression qu'on a plein d'informations mais elles n'ont jamais été réellement poussées, ces analyses-là, de tous ces éléments qu'on a. Et c'est assez frustrant parce que comme je vous dis, on a l'impression d'être au bout de la vérité, ou en tout cas d'avoir un scénario en tête et de pouvoir voir si oui ou non ce scénario est possible ou pas. En plus de tout ce que je viens de vous énoncer, les petits soucis, les petits micmacs de la justice, il y a quelque chose qui pour moi aurait été logique de faire, sachant que les 3 compères ont des versions différentes qui se contredisent. Il aurait fallu faire une confrontation très rapidement après la disparition de Hugues, qui n'a pas été demandée par le premier juge d'instruction qui était en charge du dossier. Parce que oui, il y a eu 4 juges d'instruction qui se sont relayés sur ce dossier, donc il y a des passations qui se font et il y a du temps qui se perd entre chaque passation, entre chaque juge d'instruction, et c'est du temps perdu pour la famille et pour Hugues. En effet, c'est important pour moi de mettre ces 3 personnes, ces 3 protagonistes en confrontation pour voir si oui ou non il y a des informations importantes qui ressortent des dires de l'un ou des dires de l'autre, qu'on puisse reconstituer peut-être un petit peu mieux ce qui s'est passé ce fameux samedi 30 novembre 2013, cette fameuse soirée. Il y a quand même une confrontation entre 2018 et 2019 qui a été organisée. Malheureusement, elle a dû être annulée parce qu'il y a un des 3 protagonistes qui n'était pas disponible. Il a été diagnostiqué schizophrène et il était hospitalisé à ce moment-là. Ensuite, en juillet 2019, il y a une autre confrontation qui a été organisée. Ce jour-là, c'est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on est arrivé jusqu'au jour de la confrontation, et ce jour-là, on se rend compte qu'il n'y a que 2 personnes, donc c'est Laurent et Frédéric qui sont présents, mais il manque Ryan, le plus jeune, qui lui était en maison d'arrêt. Et en fait, il y a eu un micmac également, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés, ils pensaient qu'il était à une maison d'arrêt, donc ils ont organisé tout ça autour de cette maison d'arrêt, et en fait il était à une autre maison d'arrêt. Donc finalement la confrontation n'a eu lieu qu'avec 2 personnes, et donc il manquait la 3e. C'est quand même un sacré problème qu'on a découvert ce jour-là. La confrontation, il y a même un des témoins, un des 3 qui la réclame en disant du conducteur de la voiture: confrontez-moi à lui, il raconte n'importe quoi, confrontez-moi à lui, il le demande lui. Oui. Et ça n'a jamais été fait. Ces 2-là qui sont vraiment en opposition, ils les ont jamais mis face à face. Et après ça, il n'y a plus aucune confrontation qui a été organisée. Donc déjà que les confrontations ont été organisées tard, entre 2018 et 2019, là on est en 2022 et à ce qu'on sait, il n'y a aucune confrontation qui a été réalisée. En plus de cela, quand je parle des manquements de la justice, malheureusement, même s'ils ont fait vraiment pas mal de choses sur ce dossier, on ne peut pas dire le contraire. Et d'ailleurs personne ne dit le contraire, mais il manque quand même des informations importantes. Vous savez, la personne qui a été entendue lorsqu'on avait mis sous écoute les 3 protagonistes, l'homme qui avait dit « j'ai pas envie de finir comme Hugues dans le coffre », cet homme-là n'a jamais été entendu par les enquêteurs. J'avais cherché à le joindre, ils auraient pu lui dire: mais quelle est cette conversation que vous avez avec monsieur le conducteur de la voiture où vous parlez de buton dans un coffre? C'est capital, c'est frustrant. Et là, par exemple, on peut espérer, par exemple, le conducteur de la voiture, c'est quelqu'un qui est souvent très menaçant envers plein de gens. À mon avis, il n'a pas que des copains non plus. Il suffit, entre guillemets, qu'il s'embrouille avec la personne dont je vous parle. L'autre peut très bien dire: ah mais oui, tout à fait, moi je vais vous dire des choses. Je veux dire, À côté de ça, la famille qui est un peu perdue, ils vont essayer de se rapprocher d'associations. En premier lieu, en 2016, ils vont saisir l'association APEV, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une association d'aide aux parents d'enfants victimes. C'est plus une association normalement orientée vers la problématique des parents qui ont perdu des enfants ou qui ont été victimes peut-être de choses et d'autres. En tout cas, ils vont prendre quand même en charge ce dossier et Monsieur Bon, qui est un ancien commissaire de police, va lui prendre en charge ce dossier, faire une analyse technique très bien faite qui va d'ailleurs amener à lui sa conclusion que les 3 hommes ont
très probablement participé à la disparition physique d'Hugues. Cette note technique, elle a été réalisée le 9 mars 2016, après que cet ancien commissaire de police ait pu lire la procédure complète à ce moment-là. Et c'est là qu'il avait noté plusieurs incohérences, notamment au niveau des bornages téléphoniques, comme je vous disais, un qui bornait ici, les deux autres qui bornaient là, alors que normalement ils étaient censés être tous les trois ensemble dans la voiture. Il a fait un travail sur notre dossier et dans d'autres, sur d'autres il a établi une note de synthèse où il dit quand même que prudemment sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a lu. Lui, il n'a pas rencontré les témoins assistés. Lui, il semble qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et lui, il nous a pointé du doigt, donc il gardait ça précieusement. Par exemple, sur la téléphonie, il y a des choses qui ne cadrent pas par rapport au résumé qu'ont fait les policiers. Ça, assez récemment, on voit que c'est succinct ce qu'ils ont fait. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, qui sont assez évidentes normalement à voir, franchement. Dans la continuité, Jean-François, en février 2020, va lui se rapprocher de l'ARPD. La disparition a pu être médiatisée dans pas mal de médias régionaux pour essayer d'avoir peut-être des langues qui vont se délier quand ils voient que finalement Hugues n'a pas disparu dans l'indifférence totale. Bon, malheureusement, ça ne va rien donner. Il y a également un radiesthésiste, donc je sais pas si vous connaissez, je vous mets la définition ici de ce qu'est un radiesthésiste. Après, encore une fois, on y croit ou pas, c'est pas le but c'est essayer de vraiment explorer tous les moyens qu'on a à notre disposition, et si oui ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ben tant pis, c'est quand même un truc qu'il fallait essayer. En tout cas, on a un radiesthésiste qui lui avait identifié, avant d'aller sur les lieux, un endroit où pourrait se trouver Hugues à ce moment-là. Donc pour lui, Hugues était décédé et se trouvait au niveau du plateau de Bessy. Et il y a eu un déplacement qui a été fait, des analyses de son ressenti qui a été fait, également une zone boisée qu'il avait indiquée qui a été défrichée, mais on n'a rien retrouvé à ce niveau-là. Je vous mets quand même quelques vidéos qui datent de septembre 2021 pour vous montrer un peu le travail de ce radiesthésiste qui avait été fait, mais il faut savoir que ça n'avait rien donné. Alors moi, mon oui en fait, là, montre-moi mon oui c'est dans les... Voilà, ça c'est mon oui. Maintenant, dis-moi non, il me dit non. Donc, Hugues Guton, disparu en novembre 2013, à Saint-Étienne. Est-ce qu'il est décédé? Oui. Est-ce qu'il a été assassiné? Oui. Est-ce qu'il a été étranglé? Non. Est-ce qu'il a été assommé? Non. Est-ce qu'il a été poignardé? Oui. Est-ce que son corps se trouve sur le plateau du Bessy, le Bessy? Oui. Tu vois là, elle m'indique que je suis passé, tu vois. Là. Donc là, si je demande s'il est devant moi, tu vois, elle s'écarte. Tu vois, je reviens ici. Maintenant, si je demande si le corps du Guton, ces ossements sont devant moi, ça me dit non. Je me décale. Voilà, pour moi, il est devant moi là. En novembre 2021, la famille va changer d'avocat. Donc c'est une avocate dont je vous ai déjà parlé, qui est membre associé de l'association ARPD et qui est aussi l'avocate de la famille Séguéry, dont j'avais fait plusieurs vidéos que je vous mets ici, donc de Nordine Séguéry. C'est Maître Solange Vialard. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander, pour bien se rendre compte du dossier, de ce qu'il en est, de ce qui a été fait, elle va demander la procédure actualisée au juge d'instruction. Malheureusement, le juge d'instruction avait refusé sa demande. Elle, Maître Vialard, a fait appel devant la chambre d'instruction et elle a pu enfin avoir une réponse positive à sa demande de récupérer l'entièreté de la procédure actualisée. Normalement, cette procédure va être rapidement récupérée, on va pouvoir l'analyser. On a d'ailleurs demandé au commissaire qui était anciennement dans l'association APEV de refaire une analyse technique parce qu'il connaissait très bien le dossier, il avait fait une super analyse technique. Donc dès que normalement on va avoir cette procédure en main, donc quand je dis on, c'est l'avocate et la famille, cet ancien commissaire va pouvoir
pouvoir refaire une analyse avec les données actualisées et peut-être ressortir d'autres éléments importants. D'ailleurs, normalement, en automne 2022, il va y avoir un nouveau juge d'instruction et là, on pense et on espère que tous les éléments pourront peut-être être mis en lumière après lecture de cette procédure, vont pouvoir faire l'objet de demandes d'actes et peut-être enfin avoir certaines réponses à certaines questions qui restent en suspens. Donc là, on arrive à la partie théorie où il y a comme d'habitude des informations nouvelles que vous allez découvrir. Pour ce qui est, vous, de vos théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que vous êtes partis sur le même scénario que moi avec les éléments que je vous ai donnés. Néanmoins, il est important de citer au moins 2 théories qui, pour moi, aujourd'hui, sont importantes d'exposer. Exceptionnellement et compte tenu de tous les éléments troublants que je vous ai amenés dans cette vidéo, je vais pas exposer certaines théories qui pour moi sont hors de propos. Je peux me tromper, mais en tout cas c'est pour moi. C'est la théorie du suicide ou la théorie de la disparition volontaire. Par contre, la théorie accidentelle, pour moi, elle est encore probable. En tout cas, elle ne peut pas être complètement exclue. En effet, donc si ce que disent les 3 compères s'avère finalement être vrai, mais que en fait ils étaient trop alcoolisés pour se rappeler de certains détails, de certains horaires, finalement Hugues aurait très bien pu demander à sortir de la voiture, ou ils auraient pu mettre Hugues dehors de la voiture et lui il aurait pu essayer de rentrer chez lui à pied. Finalement, on a l'impression que c'est pas non plus ultra loin, que c'est très probable, et lui il a pu s'énerver et se dire je marche à pied. Il a également pu laisser son portable dans la voiture, il a pu l'oublier, et donc le fait que Frédéric soit dans la voiture avec ce portable et qu'il l'ait récupéré à la fin, ça me paraît pas non plus complètement impossible. Comme il était alcoolisé, il a pu marcher, se tromper, être désorienté, se tromper d'endroit, en cherchant son téléphone, en faisant ses poches, faire tomber sa carte d'identité, finalement perdre connaissance dans un lieu un peu reculé et qui est peut-être inaccessible au public. Il faisait nuit très tôt et également il faisait très froid, donc peut-être qu'il est finalement décédé d'hypothermie dans un coin. Il a pu marcher vers une petite zone boisée et mourir malheureusement dans ce coin-là. Pourtant, même si c'est quand même probable, il y a certaines choses qui ne colle pas, en tout cas je trouve. Notamment, on est sur un relief qui est quand même assez plat. Donc déjà, on enlève la possibilité d'une chute de falaise ou dans un trou béant quelque part, ou alors à une petite montagne, une colline. C'est vraiment super plat. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le plateau. Il y avait quand même cette possibilité qu'il soit tombé dans une mine, parce qu'effectivement la zone c'était un ancien site minier et peut-être qu'il serait tombé effectivement dans une mine ou qu'il se serait perdu. C'est ce qu'avaient envisagé les enquêteurs à un moment. Mais les gens du coin savent très bien que toutes les entrées ou les accès aux mines sont condamnés aujourd'hui. Donc ce n'est pas envisageable. Enfin, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on ne retrouve ni le corps, ni les clés, ni la carte bancaire, enfin rien. On retrouve rien à part cette carte d'identité qui aurait pu appartenir à Hugues. Et maintenant, si on doit retrouver quelque chose, donc c'est soit des ossements s'il est décédé aujourd'hui, ou soit des vêtements, mais rien n'est retrouvé. Et pourtant, j'ai demandé à Jean-François, c'est un coin qui est connu pour la chasse par les chasseurs, et ces chasseurs depuis 2013 ils ont sillonné à droite, à gauche, même dans les petites parties boisées. Ils auraient très certainement, parce que c'est pas non plus un lieu extrêmement grand, ils auraient très certainement pu retrouver quelque chose, une clé, un vêtement, une chaussure, mais ils n'ont rien retrouvé, en tout cas qui pourrait correspondre à la disparition d'Hugues. Et c'est pourquoi la piste principale qui a été envisagée, c'est la piste criminelle. Selon les éléments que je vous ai amenés dans cette vidéo, effectivement on pense tous presque à la piste criminelle. Déjà, ce qui nous fait penser ça, c'est le fait que personne n'est d'accord avec la version de l'autre pour les 3 protagonistes, d'où le fait que ça aurait été intéressant de faire une confrontation. Ensuite, il y a aussi quelque chose en plus, c'est qu'ils énoncent qu'ils se sont arrêtés à un endroit spécifique à ce moment-là pour boire des bières, ils ont laissé des bières dehors et ils ont aussi laissé Hugues. Et il y a des bières effectivement qui ont été retrouvées par les enquêteurs, ils les ont tous saisies, ils ont fait des analyses ADN. Ils ont retrouvé plein d'ADN différents, mais aucun ADN des 4 personnes. Donc ni d'Hugues, ni de Frédéric, ni de Laurent, ni de Brian. Ce qui est quand même bizarre. Enfin, c'est pas non plus complètement étrange parce que c'est un lieu qui est connu pour être fréquenté par plusieurs groupes. Mais c'est vrai que si eux, ils disent s'être arrêtés ici, boire des bières, et que dans ces bières-là, non seulement on retrouve ni le type de bière qu'ils sont censés boire, ni leur ADN, c'est peut-être qu'ils se sont finalement jamais arrêtés pour boire ici. Parce qu'en fait, là où ils l'ont déposé, c'est le premier lieu qu'ils indiquent,
Le conducteur de la voiture, il amène les policiers, il dit regardez, c'est ici qu'on l'a déposé, regardez d'ailleurs, il y a des canettes de bière. Le souci, c'est que des canettes de bière là-bas, il y en a de partout sur ces lieux. Ouais, c'était un lieu de rencontre un peu où ils buvaient. Ouais, les gars, ils se posent là, ils picolent, pas que, hein, plein de gens. Mais le truc, c'est que le gars, en disant ça, il a bien décrit les canettes qui ne correspondaient pas. Bon, admettons. Mais la police, là, a quand même fait analyser les canettes, enfin, ils ont fait les choses, et il n'y avait aucun des ADN des 3, même des 4, y compris de mon frère. Donc c'est curieux. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Le fait que la voiture ait été revendue très peu de temps après, avec le coffre qui a été lavé de fond en comble, c'est vrai que c'est très étrange. Ce qui vient appuyer cette théorie, c'est aussi le témoignage de l'homme qui a été entendu lorsque les 3 compères ont été mis sous écoute et qui justement parle d'un coffre également. En plus, on a le jeune Ryan qui est rentré le soir de la disparition, ou plutôt très tôt le matin, chez ses parents parce qu'il y habitait encore. Il paraissait très énervé, il est rapidement parti se changer, prendre une douche, il a vite fait manger et derrière il est allé se coucher. Et ce qui a été remarqué, c'est qu'il ne portait plus, et plus jamais on l'a vu porter, son couteau papillon qui pourtant était avec lui tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne se déplaçait jamais sans. Soit il l'a perdu tout simplement, au mauvais timing on va dire, ou soit il l'a utilisé le soir de la disparition de Hugues. Pour l'ancien commissaire qui doit réaliser une nouvelle note technique, qui avait réalisé celle en 2016, il pense que les 3 compères ont très probablement participé à la disparition physique d'Hugues, et le fait que Brian soit revenu sans son couteau papillon ferait penser que c'est peut-être lui l'auteur du crime et que les 2 autres l'auraient aidé à la dissimulation du corps. En plus de ça, ajouter que les 3 hommes sont connus des services de police, ça ne fait qu'accentuer le côté un peu fréquentable de ces personnes et peut-être justement l'univers malsain que fréquentait Hugues avant sa disparition. Il y a 2-3 échanges téléphoniques sur le plateau du Bessie entre 22h et avant qu'il rentre chez lui. Par contre, ce que m'a fait remarquer l'ancien commissaire de police, il m'avait dit, par contre ce qui est curieux, c'est que le conducteur de la voiture et un autre s'appellent, alors qu'ils sont censés être à côté, ou dans la voiture. Ouais, ça c'est très bizarre. S'ils s'appellent, ils ne sont pas au même endroit. Je crois que le conducteur de la voiture, à 5h30, il reçoit un appel. Pourtant, nous, on a le listing, hein. C'est les fadettes, là, et les policiers n'ont pas vérifié qui c'était, qui l'appelait. Ça, c'est irrécupérable. Mais on se pose la question, quel aurait été le mobile? Est-ce que tout simplement, ils ont vraiment une altercation, que ça s'est mal passé, que finalement avec l'alcool ça s'est emporté et qu'il y en a un qui aurait sorti le fameux couteau et qu'il serait mort juste comme ça à cause d'énervement et d'alcool et que derrière ils auraient voulu se débarrasser du corps? C'est très probable si cette théorie criminelle est la bonne. Il y a aussi le mobile de l'argent. Effectivement, l'enquête a permis de savoir qu'Hugues avait hérité d'une assez grosse somme d'argent d'une ancienne tante lyonnaise, une somme d'environ, je dirais, 30 000 euros. 30 000 euros qui, pour ces personnes qui n'ont vraiment pas d'argent, c'est-à-dire les 3 compères, paraît une somme énorme. Et il aurait été montré à travers cette enquête que Hugues en aurait parlé autour de lui, non seulement au travail, et très probablement du coup avec l'alcool faisant, peut-être ces soirées dans le squat. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'il n'avait pas encore perçu cet argent. Peut-être que un scénario peut se profiler, il en a parlé à cette soirée-là, les 3 hommes se sont dit ce qu'on va faire c'est qu'on va se partager l'argent en 3. Ils ont peut-être voulu forcer Hugues à retirer de l'argent. Hugues se souvenait peut-être pas de son code confidentiel, peut-être qu'il a pas voulu, peut-être que ça s'est emporté et que derrière ils se sont dit bon ben, on va se débarrasser de lui et on va le tuer. Cette piste criminelle reste la piste privilégiée par les enquêteurs. Mais finalement, pour cette piste criminelle, on a un seul élément, on va dire, en main qui nous ferait relier un des 3 compères, donc Frédéric, à la disparition d'Hugues. Et cet élément, c'est le fait que le portable du disparu soit avec lui après la disparition de Hugues. Et c'est vraiment la seule chose physique, on va dire, qu'on a. Après, on a tout ce qui est géolocalisation, éléments encore non analysés, l'ADN des éléments pileux. On espère qu'ils vont être enfin analysés pour pouvoir soit ouvrir ou soit fermer des portes. L'intime conviction, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il a été assassiné et que le motif est crapuleux, qu'il est lié à la carte bleue, un code qu'il n'a pas pu donner. Moi, c'est ma conviction. Aujourd'hui, on espère simplement que tous ces éléments vont être pris en compte, qu'il va y avoir des analyses qui vont être approfondies sur tout ce que je vous ai énoncé aujourd'hui et surtout que le dossier ne soit pas clôturé ou ne soit pas classé sans suite parce qu'on est quand même, comme je vous le dis, à 2 doigts de connaître la vérité. Un certain nombre d'actes qu'on va demander avec Maître Lianard qui est à nos côtés, des actes qui auraient dû être faits, je pense, depuis bien longtemps,
des actes qui sont évidents à faire sur la téléphonie, sur des éléments pileux retrouvés dans le coffre qui n'ont jamais été analysés depuis le début du dossier. Ça aussi, c'est un manque. Bon, l'espoir, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être revues, notamment sur la téléphonie, où les policiers ont fait un résumé très très succinct de la téléphonie. Cette téléphonie, on a cherché pendant des années un CD qu'on pensait égaré par les policiers. Et il a fallu insister auprès de la Cour d'appel de Lyon pour qu'enfin la dernière juge d'instruction demande aux policiers de rechercher ce CD qu'ils ont finalement effectivement oublié sur un de leurs ordinateurs. Dans cette affaire, votre difficulté, ça a été quoi? Le manque d'informations de la part des juges, il a fallu vraiment ramer pour obtenir des rendez-vous auprès d'eux. Des actes évidents qui n'ont jamais été faits malgré les nombreux courriers que j'ai pu envoyer. Des policiers pas toujours très motivés qui baissaient déjà les bras dans une confrontation, disant qu'ils n'y arriveraient pas. On peut aussi dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais parfois tardivement et parfois de façon très maladroite. Lors de cette fameuse confrontation qui finalement n'aura jamais lieu en P3, eh bien cette troisième personne qui est manquante pour les raisons que vous expliquez, qui est en maison d'arrêt, on ne sait pas trop où, lui, la réclame cette confrontation face à un autre individu en lui disant « moi je vais le confronter ». Et le plus fort, c'est qu'ils ne le font pas, les policiers, finalement, même à sa demande. Et puis surtout, au lieu de refaire une confrontation dans les jours qui suivent, eh ben non, on attend et on la refait pas. Tout simplement parce que dans l'intervalle aussi, disons-le, le juge, là pour le coup, le juge d'instruction est parti. Je crois que la vraie difficulté, c'est la succession des juges d'instruction. Depuis toutes ces années, on en est à peu près au 5e. 4. On souhaite énormément de courage à la famille de Hugues, donc on souhaite énormément de courage notamment à Jean-François et à Gaël, qui se sont tous deux portés partie civile dans le dossier de la disparition de leurs proches. Depuis 4 ans, les investigations sont à l'arrêt. Un renoncement coupable pour Jean-François Guton. Lui qui vit mal de ne pas savoir ce qu'est devenu son frère. On n'a pas de corps, donc on ne peut pas faire son deuil. On n'a pas de réponse sur beaucoup de choses, quoi, sur quasiment aucune. Ma fille, la plus jeune, avait 7 ans quand c'est arrivé, et elle me disait cette petite phrase, elle me disait on a volé mon tonton. Voilà, c'est ça, on a volé mon tonton. Alors moi je lui disais, ben oui, mais ton tonton, on l'a pas rendu toujours. C'est fou. L'association RPD, ça permet d'échanger, moi ça m'a beaucoup apporté, d'échanger sur plein de choses, d'avoir des avis différents au niveau des connaissances juridiques, au niveau des... par exemple, M. Malaisie, c'est un ancien policier, donc lui aussi me parlait de la téléphonie, ouais, c'était une vraie, on se sent moins seul, et puis il y a aussi le poids médiatique. Nous suivrons ce dossier de très près, évidemment, c'est un dossier ARPD. Si on a des nouvelles importantes, je vous les ferai parvenir soit à travers mes live Twitch, soit à travers l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc d'ailleurs, en parlant de Twitch, on se retrouve tous les lundis à 21 h pour une enquête ensemble, et également tous les jeudis à 20 h 30 pour des lives un peu plus relax où on essaye de parler d'autre chose que de disparition ou de crime. Donc je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à dire vos théories. Si vous avez des informations sur ce dossier, n'hésitez pas à contacter ce numéro. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.